Pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux qui me suivent, les anciens vous le savez, j'ai vécu pendant 1 an à Malte avant de venir m'installer à Dubaï. Malte, c'était mon premier pays d'expatriation quand j'étais trader indépendant. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question justement de qu'est-ce que je conseille entre Malte et Dubaï, sachant que autant dans le mode de vie que dans le coût de la vie, enfin dans beaucoup de choses, on va en reparler juste après, c'est deux pays qui sont très différents, donc on va en reparler juste après, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent justement maintenant qu'est-ce que je conseille pour les traders indépendants entre Malte et Dubaï. Donc j'ai pris quelques petites notes, on va pas faire de montage dans cette vidéo, là on est posé, j'ai juste mis la cam, donc là vous l'aurez compris du coup, on est actuellement à Dubaï avec une très très belle vue sur, je vais vous montrer un petit peu une très très belle vue sur les fontaines et le Burj Khalifa. Donc vraiment un très très bel appartement dans lequel je suis en train de bien profiter avant de partir en Thaïlande. On part dans 3-4 jours si je dis pas n'importe quoi, ouais, lundi, il est actuellement samedi. Donc bref, on va parler un petit peu non seulement de ma propre expérience vis-à-vis de Malte, quand est-ce que je me suis expatrié concrètement pour partir à Malte, avec quel niveau de revenus, où j'en étais actuellement avec le trading, comment les choses ont vraiment commencé avant que je parte à Dubaï, sachant que bon, on va pas rentrer dans les détails, on va commencer étape par étape pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. J'ai pris des petites notes, on va parler fiscalité, on va parler des avantages, des inconvénients, je vais répondre à toutes les questions que vous me posez par rapport à Malte et par rapport à Dubaï. Alors, me concernant, je suis parti à Malte quand j'avais 20 ans, donc entre l'année 2022 et l'année 2023. Ouais, c'est ça, si je dis pas n'importe quoi, il me semble que c'est ça. Je suis parti le 1er janvier 2022. Alors où j'en étais actuellement avec le trading quand j'ai décidé de partir à Malte, parce que je sais que c'est une chose que beaucoup d'entre vous, enfin même les entrepreneurs de manière générale, envisagent en France parce que les taxes ne font que augmenter. Les taxes ne font que augmenter, il n'y a rien qui baisse, il y a tout qui augmente. Et fiscalement, on va dire qu'en France, c'est vraiment un enfer pour les entrepreneurs, encore plus pour les entrepreneurs qui démarrent et qui essayent de lancer leur business. Énormément pour les traders, enfin ça concerne en tout cas les traders indépendants également. Donc où j'en étais, alors c'est simple, quand je me suis expatrié à Malte, il faut savoir qu'avant que je prenne la décision de m'expatrier à Malte, comment les choses ont vraiment commencé à bouger pour moi, j'ai commencé le trading à 16 ans. Donc j'ai commencé vraiment très très jeune, même 15 ans avant le début de mes 16 ans, donc à fin de mes 15 ans. Donc j'ai commencé vraiment très très jeune à trader. À l'époque, il n'y avait pas autant de contents qu'il y a aujourd'hui de créateurs de contenu vis-à-vis du trading, il y en avait très très peu. Pour les anciens, vous vous souviendrez de Master Feng Trading, etc. qui sont encore un petit peu présents aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le rencontrer en Thaïlande. Big up à toi si tu regardes cette vidéo, il me tarde de te rencontrer, qui est mon mentor tout simplement en trading, qui est la personne qui m'a initié, on va dire, au trading et avec qui j'ai beaucoup appris à mes débuts. Donc voilà, salutations à toi si tu passes par là. Où j'en étais. Donc ensuite, quand j'ai commencé à me former en trading, j'étais encore au lycée. Il y a beaucoup de gens également qui me contactent, donc ça va me permettre d'en parler un petit peu. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui me contactent et qui me demandent comment faire, tout simplement, vis-à-vis du management du temps quand on est au lycée, quand on travaille, etc. Bah, les gars, c'est simple. Il n'y a pas de 36 solutions en fait. À partir du moment où vous avez des parents comme moi qui vous obligent à aller au lycée, c'est parfaitement normal parce que jusqu'à vos 18 ans, vos parents ils ont la responsabilité entre guillemets de vous pousser à aller au moins jusqu'au diplôme, parce qu'il faut savoir que s'ils vous disent oui à tout et que vous arrêtez vos études et qu'au final vous n'avez pas de diplôme, que vous ne pouvez pas les reprendre plus tard parce que vos business a échoué, ils seront en partie responsables. Donc il faut comprendre aussi vos parents qui vous poussent à aller faire des études. Moi j'en ai jamais voulu à mes parents, même si je sais que clairement j'ai perdu 3 années de ma vie au lycée où j'ai littéralement rien appris. J'ai fait que profiter. Et j'ai rencontré des gens mais que je vois plus aujourd'hui. J'ai juste profité, j'ai eu une édonne de merde. Au final j'ai eu mon bac mais je l'ai passé pendant le Covid. Donc en fait j'ai eu 6 mois de vacances et j'ai eu un bac qui était donné gratuitement. Je suis jamais allé chercher, ça m'a jamais servi à rien. D'ailleurs je pense que si je vais aller chercher c'est pour le déchirer, parce que je suis quasiment... Enfin, c'est même pas que j'en suis quasiment sûr, c'est qu'aujourd'hui c'est une évidence. Il n'y a aucun monde où un diplôme me servira, parce qu'il n'y a aucun monde tout simplement où je souhaite me faire employer. Donc autant vous dire que j'en ai absolument rien à foutre, mais bon, c'est mes parents qui m'avaient poussé à faire mes études et je leur en ai jamais voulu, parce qu'au fond d'eux, je sais qu'ils ont toujours agi pour que les choses se passent le mieux possible pour moi. Donc ils ne pouvaient pas savoir que le trading, ça allait m'amener là où je vais m'amener aujourd'hui. Pour eux, c'était un vrai pari quand ils m'ont laissé d'ailleurs une année, et quand j'avais mes 18 ans. De base, quand j'ai terminé mon bac, que j'ai terminé mes études, j'ai commencé un BTS donc, qui a duré absolument 2 jours, parce qu'en fait, tout simplement, comme je vous ai dit, moi j'ai passé mon bac durant le Covid. Donc on a eu vraiment 6 mois de vacances pour ceux qui n'avaient pas le Covid, qui taffaient sur leur business. Vraiment, on était enfermés chez nous, on n'avait pas d'autre choix que de juste travailler. Enfin, travailler ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, moi, c'est ce que je faisais. J'étais enfermé chez moi, ça m'allait très très bien et je charbonnais sur le trading. Donc à partir de cette période-là,
À partir du moment où j'ai eu mon bac, j'ai commencé, c'était la fin du Covid, et c'était une période justement où j'étais enfermé pendant 6 mois, et contrairement à énormément de gens qui ont une grosse période de down dans leur vie durant cette période, personnellement c'est l'une des périodes qui m'a vraiment fait gagner énormément de temps dans ma vie. J'avais repris le sport, j'avais recommencé une routine vraiment parfaite pour commencer à me former en trading, commencer à me former sur mes business, etc. Sachant que ça faisait déjà 2 ans avant que le Covid tombe, ça faisait déjà 2 ans, donc, parce que j'ai commencé, même 3 ans je crois, parce que j'ai commencé quand je suis rentré au lycée le trading. Donc entre cette période-là et le moment où j'ai commencé, il y a eu 3 ans qui sont passés, donc j'avais déjà de bonnes connaissances en trading. Et là, ça m'a permis pendant 6 mois de vraiment me focus sur le trading et bosser uniquement sur ça. Donc j'ai gagné un temps fou, sachant que quand j'étais au lycée, les gars, c'est simple, hein, quand tu es au lycée, 8h, 18h, tu rentres chez toi et tu charbonnes sur le trading dès que tu as le temps, mais au lycée, tu peux pas, et c'est normal. Mais il faut le faire quand on a le temps, tout simplement. Je réponds à la question pour ceux qui me demandent de comment gérer son temps quand on est au lycée et qu'on veut se former au trading. Les gars, c'est tout simplement quand vous avez du temps libre, parce que quand vous êtes en études, vous pouvez pas, il n'y a pas de solution magique malheureusement. Vous faites comme moi, quand vous avez le temps libre, vous tradez, vous apprenez un maximum, vous profitez un maximum de tout votre temps libre pour vous former sur le trading. Et vous faites avec. Et pour vous parler un petit peu de comment les choses se sont passées ensuite, quand le Covid s'est terminé, j'ai tout simplement j'avais décroché 0 BTS, et c'est ma mère qui avait appelé une amie à la directrice, m'a dit il a pris dans 0 BTS, tu peux pas le prendre, machin. Bon, au final j'ai réussi à gratter grâce à un contact, je sais même plus c'était quoi exactement l'histoire, mais bref, ma mère avait réussi à gratter le contact d'une directrice qui m'a pris au final dans une filière, mais qui avait aucun rapport avec ce que je voulais faire. C'était en BTS, comment ça s'appelait? C'est un truc dans le réseau, en gros dans l'informatique, je sais plus exactement ça s'appelle, SEO. C'était en BTS SEO, putain. Vraiment aucun sens par rapport à ce que je voulais faire et par rapport à ce que je souhaitais faire. Bon, à l'époque, je savais déjà que dans tous les cas, ma vie ne se tracerait pas par le chemin de l'école. Donc j'en avais déjà rien à foutre à 15 ans quand je suis rentré en lycée, j'en avais déjà plus rien à foutre de l'école, parce que j'étais déjà en train de chercher, si tu veux, les méthodes pour devenir millionnaire le plus facilement possible. Non. Les méthodes pour faire beaucoup d'argent en gros en ligne. Et j'étais en mode, frérot, donne-moi une méthode où je suis sûr de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Peu importe s'il y a 0,05% des gens qui réussissent parmi tous ceux qui essayent, juste donne-moi la méthode, donne-moi le business donne-moi le business où tu peux aller faire le plus d'argent. Et t'inquiète frérot, je ferai partie des 0,5%, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé le trading. Là, j'ai découvert l'investissement sur les marchés financiers, la bourse, et de fil en aiguille, je suis arrivé au trading forex. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Je pense qu'à la base, ça vient surtout d'une envie naïve de faire de l'argent rapidement. Et on se rend compte derrière avec le temps qu'au final, il y a bien plus que ça prendra plus de temps, mais que ça offre quand même de vraies libertés. Ça peut offrir beaucoup d'argent avec de bonnes performances. Donc ça reste une opportunité incroyable. D'où le fait que j'ai continué ce taf, qu'aujourd'hui c'est mon métier et que j'ai lancé des side business, etc. autour du trading. Donc quand je suis arrivé sur mon BTS, en fait, comme je venais de sortir de 6 mois de vacances, en gros, entre guillemets, en fait c'était 6 mois de confinement, mais pour moi c'était des vacances, mais dans lesquelles je charbonnais, dans lesquelles j'avais une routine qui était très très stricte vis-à-vis de ma formation, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes entraînements physiques, de la lecture, je lisais, tous les jours j'avais la même routine et j'apprenais le trading, je faisais vraiment que évoluer, chaque jour j'essayais de devenir meilleur qu'hier, tout simplement. Et quand j'ai commencé mon BTS, en fait, je suis replongé, si vous voulez, dans ce truc de merde des cours où tu te lèves à 6h, tu sais pas pourquoi pendant 10 heures de ta journée tu sais pas pourquoi tu crames 10 heures de ta journée, tu vas faire un truc que t'aimes pas faire et que tu sais que ça débouchera dans tous les cas sur rien. Donc je fais 2 jours en BTS, je fais mes 2 premiers jours, je fais ma rentrée et je fais un jour, la rentrée c'était le jeudi, donc au final je prends mon train, c'était à Bayonne à l'époque, je prends mon train pour mon BTS, j'arrive là-bas. Je fais le premier jour, je fais le deuxième jour, déjà j'avais 18 ans parce que j'avais refait une année au lycée, donc j'avais 18 ans quand j'arrive en BTS et je suis en internat. On me dit non, tu peux pas sortir, par contre tu peux sortir que l'après-midi entre midi et 2, sinon tu es obligé de rester à l'internat. Moi je suis en mode attends frérot, j'ai 18 ans, je vais pas rester enfermé toute la journée dans le lycée, sortir que le week-end, tu vois, je m'en bats les couilles en fait. Donc j'ai déjà les premiers jours, ça commençait déjà à partir en couille parce que je m'étais barré de l'internat et j'étais revenu le lendemain même, et d'ailleurs j'avais jamais eu aucun problème, enfin bref, on s'en bat les couilles de ça. Bref, 2 jours d'internat, je rentre chez moi, je prends mon train, je reviens chez moi en Gironde.
Et je dis à ma mère, c'est simple, je retournerai pas là-bas. C'est simple, je retournerai pas là-bas. Je sais que ça te demandait beaucoup d'avoir une place dans ce BTS, mais je ne remettrai jamais les pieds là-bas. D'ailleurs, j'ai laissé quasiment toutes mes affaires là-bas de cours, qui sont, enfin, je suppose qu'à l'époque, maintenant, elles sont, je sais pas où elles sont, je m'en bats les couilles, mais j'ai laissé un vélo là-bas, j'ai laissé mes affaires de couchage, j'ai laissé mes affaires de cours, j'ai tout laissé là-bas, et j'ai dit à ma mère, c'est simple, je ne remettrai jamais les pieds là-bas. Laisse-moi une année, je prends mon année, une année sabbatique, et on verra ce que ça donne à la fin de cette année. Et si vraiment j'y arrive pas avec le trading, bah ok, je reprendrai les études, mais s'il te plaît, laisse-moi une année. En fait, je lui ai même pas dit s'il te plaît parce qu'elle n'était pas d'accord, et mon père d'ailleurs non plus n'était pas d'accord. Et je leur ai dit, c'est simple, je remettrai jamais les pieds là-bas. Bon, à l'époque, bah, je venais d'avoir 18 ans aussi, donc tu rentres un peu dans le monde adulte, etc. On va dire que pour donner des arguments, ça devient plus simple quand tu commences à prendre de la maturité. Et je leur explique que plus jamais je ne foutrai les pieds dans ce BTS. Je veux rester à la maison, je vais charbonner pendant un an, et ok, si ça marche pas à la fin d'un an, et bah c'est simple, je vais tout simplement reprendre mes études. En sachant qu'en parallèle, j'avais taffé sur 2-3 autres jobs de merde quand j'étais encore au lycée parce que c'était un bac pro, donc c'était en stage, ouais, pas en intérim, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, en alternance, voilà, je crois que c'est ça, en alternance pour me faire des sous, et j'avais à peu près une épargne de 5000 €. Donc à ce moment-là, je m'égare vraiment de la vidéo va être longue d'ailleurs, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous faire ça un petit peu comme un live tranquille, on papote, et puis comme ça, c'est important pour moi de faire ça parce qu'on me pose, même au-delà du fait de Malte ou Dubaï, on me pose aussi beaucoup la question de quand s'expatrier, comment les choses se passent. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le temps quand on est en études, quand on est en travail, quand est-ce qu'il faut arrêter les études, quand est-ce qu'il faut s'expatrier, etc. Donc je vous raconte vraiment mon histoire, comment les choses se sont passées pour moi, et peut-être que ça vous inspirera, et peut-être que pour vous ça débloquera des portes. Donc je vous parle vraiment comme ça, naturellement, en vous expliquant mon histoire, et puis j'espère que si jamais vous voulez juste des informations sur Malte ou Dubaï, avancez un petit peu dans la vidéo, je vous mettrai des timecodes de toute façon, et vous aurez les réponses directement à vos questions par rapport à Malte et Dubaï. Concernant du coup mon histoire, pour finir, je convainc mes parents. Désolé, il fait hyper chaud à Dubaï, j'ai les lèvres hyper sèches, j'ai pas de bouteille d'eau en plus avec moi, bref. Concernant mon année, du coup, bah, j'arrive à, enfin c'est même pas que je les convainc du coup, mais je décide de prendre mon année, je décide de prendre mon année, une année sabbatique. Alors je vais même pas dire année sabbatique parce que sabbatique, je crois que c'est en gros une année où tu prends l'air, en gros, ça veut dire que tu prends une sorte de vacances pendant une année en fait. Mais bon, là c'était une année sur laquelle littéralement j'avais un an pour prouver à mes parents que l'entrepreneuriat, le trading en l'occurrence, pouvait marcher pour moi, et je pouvais être autonome avec ça, et je pouvais gagner de l'argent avec ça. Donc en fait, j'avais all-in sur le trading tout simplement. Soit le trading ça marchait, sachant que ça faisait déjà 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'avais commencé le trading, soit le trading ça marchait pour moi et j'arrivais à faire de l'argent, sachant qu'à cette période-là, je tradais uniquement en démo, mais je commençais déjà à avoir de bons résultats. Donc je savais que je prenais pas énormément de risques, mais en fait j'ai all-in, et soit sur cette année-là, le trading ça marchait pour moi, soit je reprenais mes études, et puis on était de retour dans la rat race, quoi. Bon, dans tous les cas, je pense que même si le trading ça n'aurait pas marché, bon déjà je pense qu'il n'y a aucun monde dans lequel ça n'a pas marché parce que j'ai vraiment charbonné comme un enculé, mais je pense que dans tous les cas, si j'aurais repris mes études, bah, j'aurais fait autre chose dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que vous savez, c'est un peu, je pense qu'on ressent tout ça si vous êtes ici sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un peu dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le trading. C'est l'impression d'avoir une flamme en nous qui nous pousse à faire beaucoup plus et pas juste suivre le chemin qui est déjà tracé. Donc je pense que dans tous les cas, je suis quasiment sûr à 100% que j'aurais fait autre chose si le trading ça n'avait pas marché. Mais du coup, comment ça se passe quand je prends mon année? Bah, je continue de me former. Je crois que si je ne dis pas n'importe quoi, je prends 3 mois pour commencer à vraiment évaluer mes performances. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà de bons résultats, mais j'avais jamais vraiment pris le temps, parce que j'avais pas eu le temps aussi, d'évaluer mes performances. De concrètement, avec toutes les connaissances que j'avais accumulées, avec mes stratégies, etc., bah, est-ce que je pouvais tirer un rendement si je me basais uniquement sur les stratégies que je tradais avec un capital de 5000 € sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc à partir de là, bah, je commence à me tester, je commence à m'évaluer, et sur les 3 mois, je ne sais plus exactement combien, je ne l'ai pas noté, mais je ne sais plus combien je fais en rendement, mais je prends de très bons trades et j'arrive, alors il faut savoir qu'entre temps le trading a changé, il y a des choses qui à l'époque marchaient, aujourd'hui les marchés évoluent en fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les marchés évoluent, aujourd'hui je trade plus de la même manière, d'ailleurs je pense que je ferais des performances qui sont beaucoup moins importantes si je tradais de la manière dont je tradais à l'époque, mais à l'époque en tout cas j'arrive à avoir un très bon rendement sur les 3 premiers mois,
et je décide tout simplement de mettre, alors c'était pas 3 mois, c'était 4 mois exactement, même 6 mois je crois, si je dis pas n'importe quoi. En gros, pendant les 6 premiers mois, j'évalue vraiment mes performances et je continue de me former pour savoir si vraiment je peux poser de l'argent en réel, lancer un compte live, sachant que je venais d'avoir 18 ans. Ou 19 ans, je sais plus, mais bref, oui, 19 ans, sachant que je venais d'avoir 19 ans, ouais, si je dis pas n'importe quoi, oui, parce que j'avais redoublé une année, enfin pas redoublé, j'avais refait une année au lycée, et bref, j'évalue mes performances pendant 6 mois, 5-6 mois, et j'ai des bons résultats. J'ai des bons résultats, donc à partir de là, je décide de prendre toute mon épargne, tous mes 5000 € et all-in en trading. Je dis ok, c'est simple, je trade, j'ai fait telle performance. Si je pose 5000 € en trading, je refais je refais pas ma stratégie, mais j'évalue mon risque en fonction de mes objectifs. Je trace, on va dire, enfin je fais mon money management. Je sais pas comment on peut expliquer ça, mais en gros j'évalue mon risque par rapport à mes objectifs et je définis voilà mon money management et ma stratégie, comment je vais trader, comment je vais prendre mes positions, etc. Quand je vais commencer à trader en live. Parce que pour moi, c'était très important. C'était un compte qui était vraiment très important parce que j'étais bloqué entre deux situations. Non seulement j'étais obligé d'avoir de très bonnes performances et en même temps, j'étais obligé de risquer beaucoup parce que si j'arrivais pas à prouver à mes parents que j'étais autonome avec le trading sur l'année, et c'est simple, c'était retour aux études et retour dans la rat race. Donc c'est pour ça que sur les 5 mois, c'est pour ça que sur ces 5-6 mois, pour ceux qui ont vu la vidéo dans laquelle justement je parlais de mon parcours, c'est pour ça que je dis que j'ai risqué beaucoup, parce qu'en fait j'avais pas le choix. C'est pour ça que sur des positions je prenais du 3 à 5 à 6% sur des positions, ce qui est énorme, et du coup j'ai fait 297% de rendement en 6 mois, ce qui est colossal, ce qui n'a aucun sens. Et d'ailleurs à l'époque j'en étais très fier, mais en fait aujourd'hui j'en suis pas du tout fier, parce qu'en fait quand vous allez, enfin pas du tout fier, je veux dire ça fait partie de mon histoire aussi, mais j'en suis pas fier dans le sens où c'est pas un succès, si vous voulez. J'aurais pu cramer mon compte tout aussi rapidement et c'était retour aux études, mais bon, là j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je leur montre que je pouvais faire beaucoup d'argent, enfin pas beaucoup, mais que je pouvais faire de l'argent, assez d'argent pour être autonome et pour faire ma vie avec ça. Donc je fais un rendement de 297% et je fais à peu près, je sais plus combien exactement, 16 000, ouais, je sais plus, je crois, j'ai les chiffres, hein, j'ai une capture d'écran du MyFXBook de l'époque, je crois que c'était à peu près entre 13 et 16 000 €, je sais plus exactement, 300% de 5 000 €, bref, on s'en fiche, 5, 10, 15, ouais, voilà, c'était 15 000 € à peu près, un peu moins de 15 000 €, donc je termine avec un capital de 20 000 €. Je montre tout à mes parents, je montre mes rapports de compte, etc., sachant qu'on arrive fin d'année. Et force est de constater que ouais, ça a marché pour moi, j'ai réussi à me faire de l'argent, je leur montre que je peux retirer sur mon compte bancaire, que bon je le ferai pas parce qu'il faut que je crée une société, etc. Et là arrive le moment où ça fait 1 an que je suis enfermé chez moi, même plus du coup avec le confinement. 1 an que je suis enfermé chez moi, et là je me dis, écoute, tu as fait 300% en 6 mois, tu as pris beaucoup de risques, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que tu as une stratégie qui est rentable et qui te permet de sortir des performances positives sur le long terme. Barre-toi de France. Barre-toi de France, mais alors à l'époque, Malte, c'était pour la fiscalité. Et on va commencer justement à parler de la différence entre Malte et Dubaï, mais à l'époque, Malte, c'était pour la fiscalité, mais il faut savoir que mon pourquoi, si vous voulez, de pourquoi je suis parti, c'était pas parce que j'avais besoin d'optimiser fiscalement, parce que je voulais pas ouvrir ma société en France, etc. C'est parce que vraiment j'étais enfermé dans ma chambre pendant plus de même 2 ans, quoi. Parce que en vrai, si on compte pas les études, pendant 4 ans, j'ai littéralement rien fait d'autre que juste me former. Mais il y a concrètement 1 an et 6 mois où je suis littéralement resté enfermé dans 5 mètres carrés et j'ai charbonné sur le trading, parce que c'est important pour moi de vous en parler, parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit derrière moi, de Dubaï, du beau lifestyle, des Lambeaux dans le vlog que j'ai sorti, du voyage en Thaïlande, à Bali, de voyager toute l'année, au-delà de tout ce que vous pouvez voir, des Rolex et tout ça, au-delà du lifestyle, il ne faut pas oublier qu'il y a des années derrière où j'ai charbonné, enfermé dans une chambre, et je n'avais rien, si ce n'est compter sur moi-même pour pouvoir prétendre un jour avoir le lifestyle que j'ai actuellement. Donc ça demande beaucoup de confiance en soi déjà, être persuadé de sa propre réussite. Il y a quelque chose dont je suis convaincu, au-delà du travail, de la détermination, etc., c'est que c'est de la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous pensez. Si vous êtes convaincu de votre propre réussite, ça peut paraître bidon, mais vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la loi de l'attraction.
soyez convaincu de votre propre réussite et il n'y a aucun monde dans lequel vous ne réussirez pas. C'est simple. J'étais convaincu de ma réussite. Pour moi, quand j'ai pris mon année, c'était un billet pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que je savais que si je prenais mon année, c'est pour ça que j'ai pas laissé le choix à mes parents, c'est parce que je savais que si je prenais mon année, que je charbonnais, j'allais réussir parce que j'étais convaincu de ma réussite. Petite parenthèse, mais c'est très important d'en prendre, enfin, très important pour moi de vous en parler. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, à partir de là, je me dis, il faut que je me barre de France, en fait, mais pas que je me barre de France, en fait, mon envie, c'était surtout de sortir de ma chambre. De sortir de ma chambre et d'aller découvrir le monde, parce que ça faisait des années que j'étais dans la même ville, dans le même endroit, dans ma chambre, en train de charbonner, et il fallait que je parte et que je découvre le monde. Donc, en vrai, je m'en battais les couilles de la vie. Enfin, c'est un critère que j'ai pris en compte, parce que je me suis dit, autant faire une pierre deux coups, autant m'expatrier dans un pays où je vais pouvoir optimiser fiscalement, où il y a le soleil, où j'ai un beau cadre de vie, qui n'est pas très loin de la France, etc., parce que c'était mon premier pays où je suis parti. Et Malte, c'était une très bonne option. Mais au-delà de la fiscalité, mon premier choix quand je suis parti, et je pense que, bon après, je sais pas, ouais, ça dépend des gens, mais en tout cas, moi, mon vrai pourquoi je suis parti, c'était justement parce que j'en avais marre pas de la France, mais j'en avais marre d'être chez moi, toujours au même endroit, etc. Donc, j'ai décidé de me barrer. Et j'ai quitté la France pour partir à Malte. À partir de là, il y en a pas mal d'entre vous qui me connaissent parce que, alors c'est pas quand je suis arrivé à Malte, mais on va dire 6 mois à peu près. Les 6 premiers mois, j'ai fait que du trading et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de création de content, etc. Quand je suis arrivé à Malte. Donc c'est à partir de là que les premiers me connaissent et qu'il y en a qui savent déjà que j'habitais à Malte. Et c'est généralement ceux-là qui me posent la question de qu'est-ce que je préfère entre Malte et Dubaï, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui que j'ai formés ou de gens avec qui je suis en contact qui sont partis à Malte parce qu'ils savent que c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai dit que c'était une bonne option et c'est encore quelque chose que je dis aujourd'hui, on va en parler juste après. C'est une très bonne option pour moi, Malte. Donc je suis parti à Malte. Pourquoi je suis parti à Malte? Malte, ça a plusieurs avantages quand on est trader indépendant en France. Donc, premièrement, je vais répondre à la question. Donc, premièrement, pour résumer un petit peu tout ça, je suis parti donc à Malte avec une preuve de résultat de 297%. Bon, le chiffre en lui-même, on s'en fout, mais en tout cas, je savais que j'étais rentable et que je pouvais être autonome avec le trading. Du coup, quand je suis arrivé à Malte, j'avais un capital de 20 000 euros, sachant que je n'avais rien touché. J'avais 20 000 euros de capital quand je suis arrivé à Malte. J'avais déjà fait plus de 15 000 euros en 6 mois, donc je savais que, dans tous les cas, mon capital pourrait me servir d'épargne si jamais j'avais des galères, j'arrivais plus à faire rentrer ou quoi. Et dans tous les cas, je savais que 20 000 euros, sachant qu'avec 5 000 euros, j'avais fait 10 000 euros. Je me suis dit 20 000 euros, c'est bon, 20 000 euros, pour moi, je faisais ce que je voulais avec 20 000 euros. J'étais le roi du monde, donc je suis parti à Malte et j'ai commencé à payer mes premiers loyers avec l'argent du trading, etc. Et pendant 6 mois, vraiment, j'avais uniquement le trading comme source de revenus. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup, comme je vous le disais, donc on va dire que ça m'apporte une certaine stabilité. Parce que le trading, même si vous voulez aller faire des gros chiffres, c'est un métier où vous êtes payé à la décision, c'est pas un métier où vous êtes payé au mois, donc ça veut dire que vos performances seront récompensées potentiellement au bout de plus de temps qu'un mois. Vous pouvez faire des mois où vous allez faire 0 et le lendemain, le premier du mois, vous allez faire 7 000 euros. Donc c'est pas un métier sur lequel vous êtes payé au mois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre que vous êtes payé à la décision. Donc vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur votre source de revenus de trader indépendant à partir du moment où vous n'avez pas un capital qui est assez conséquent pour que la variation justement de ces revenus entre tous les mois soit assez conséquente pour ne pas que ça soit un problème, si vous voulez. Il faut que vous ayez un capital qui est assez gros. Moi aujourd'hui par exemple, j'ai un capital à 6 chiffres en trading, j'ai pas besoin d'avoir d'autres sources de revenus, même si ça apporte une certaine stabilité, même si aujourd'hui j'ai uniquement le trading. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui le savent justement, j'ai mon compte Insta qui a été banni il y a pas très longtemps. Et du coup, la vente des formations, des programmes surtout, ce n'est pas une formation. C'est important pour moi de le dire parce que le plus gros du travail, c'est faire un accompagnement, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. La vente des programmes, c'était totalement arrêté parce que j'avais plus aucune personne qui me découvrait. Mon compte Insta a été banni tout simplement, donc j'avais plus rien qui rentrait en argent, si ce n'est l'argent du trading, que je continue un petit peu activement, sachant que quand je suis dans ces périodes-là où je voyage beaucoup, je trade, mais pas activement, comme je le fais quand je suis enfermé justement chez moi et que j'ai uniquement le trading. Là, j'ai la création des contents, j'ai pas mal de choses à côté, mais bref, là, en gros, tout est terminé, j'avais plus que le trading. J'ai vraiment retombé au niveau où tout ce que j'avais bâti sur la vente des programmes, bon, j'ai pu récupérer mon compte, etc. Donc au final, maintenant, tout va bien, mais il y a eu une période, là, dernièrement, où je prenais littéralement 0 par mois, j'avais plus cette stabilité justement que m'offrait la vente des programmes. Donc, mais tout ça pour dire que je l'ai pas du tout mal vécu, c'était pas du tout un stress ou quoi, parce que dans tous les cas, je savais que derrière, j'avais des connaissances
qui me permettrait dans tous les cas de vivre très convenablement, de mettre de la nourriture dans mon assiette tous les jours. Donc c'était pas du tout un problème pour moi de perdre ma source de revenus. À partir du moment, c'est ça qui c'est un confort mental quand vous êtes trader indépendant, c'est que vous avez des connaissances qui vous permettent à base de très peu faire beaucoup, ou dans tous les cas, même si vous ne faites pas beaucoup, en tout cas mettre de la nourriture dans votre assiette. Donc c'est un confort psychologique qui est très agréable, savoir que dans tous les cas vous ne serez pas à la rue et qu'à partir du moment où vous avez un capital, vous savez le faire fructifier. Bon, bah, c'est un luxe qui est indescriptible si vous voulez, c'est le vrai luxe au-delà de la liberté et de tout ce que ça peut offrir. Donc ça c'était une petite parenthèse par rapport à mon compte Insta qui s'était banni et où j'en étais. Ouais, quand je suis arrivé à Malte, j'avais un capital donc de 20 000 €. Donc je savais que je pouvais faire fructifier mon capital et puis que ça serait pas un problème. Donc je suis allé à Malte et j'ai commencé à payer mes loyers, payer ma nourriture avec les gains que je faisais en trading à l'époque. Bon alors j'ai rapidement eu la résidence maltaise. En fait, ce qui est bien à Malte, donc alors on va parler un petit peu de Malte, on va faire les choses dans l'ordre. On va parler un petit peu de fiscalité après, de mon statut à Malte, comment je me suis déclaré en tant que résident, etc. On va en parler juste après. Déjà pourquoi Malte? Malte, c'est un bon pays pour moi, c'est un bon premier pays d'expatriation si vous voulez. Malte, tu as le soleil, tu as la mer à côté. Malte, c'est tout petit, donc ça veut dire que vous pouvez autant être dans la campagne que dans la ville, que dans les villes où il y a plus d'expatriés, où c'est plus touristique, etc., que dans les villes où c'est plus festif. Malte, c'est très petit, donc tout est à côté. En 1 heure, vous traversez l'île si vous voulez. Alors il y en a pour qui c'est chiant. Bon, moi j'y ai vécu que 1 an, donc ça m'a pas paru vraiment embêtant. Maintenant j'imagine, enfin en 1 an j'ai tout fait à Malte. J'ai littéralement tout fait, j'ai visité tous les endroits, etc. Donc j'imagine que 10 ans ça doit être un peu chiant en vrai de vivre à Malte. Mais en tout cas moi l'année que j'ai vécu à Malte, je l'ai vraiment kiffé. Et je pense que dans tous les cas je retournerai à Malte. Et même ça, dernièrement d'ailleurs je devais y retourner, mais au final je suis revenu à Dubaï. Mais en tout cas je ferai pas ma vie là-bas parce que je pense que 10 ans à Malte, on va dire que ça doit être un peu chiant. C'est très petit Malte, c'est très petit. Pourquoi c'est un bon premier pays d'expatriation? C'est parce que déjà il y a un cadre de vie qui pour moi est idéal, vous pouvez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Si vraiment vous aimez que la campagne, etc., bon, bah, il y a une petite île au-dessus de Malte qui s'appelle Gozo et qui est beaucoup plus calme que Malte. Il y a beaucoup de locaux, etc., il y a beaucoup moins d'expatriés, donc ça peut être sympa aussi. Enfin, il y a vraiment tout pour tout ce que vous cherchez. Et au-delà de ça, il y a une très bonne fiscalité à Malte. Les revenus encaissés à l'étranger sont pas imposables. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de traders indépendants qui vont à Malte en faisant l'erreur de penser que les revenus qu'ils vont encaisser sont des revenus considérés comme des revenus encaissés à l'étranger. Ce qui est faux. Malte considère que le cerveau d'opération, comme pour ceux qui vont faire du dropshipping ou tous autres business, que le cerveau d'opération est à Malte, donc vous êtes imposable sur le barème de l'impôt maltais. Vos revenus, contrairement aux dividendes ou contrairement aux gains en crypto, ne sont pas considérés comme des revenus encaissés à l'étranger. Maintenant, à Malte, vous pouvez faire des montages fiscaux comme dans partout qui vont vous permettre de faire passer vos revenus pour des revenus encaissés à l'étranger. Par exemple, moi ce que je faisais, bon je devrais peut-être pas le dire aujourd'hui, mais je m'en fous maintenant, ce que je faisais c'est qu'à l'époque, je retirais mes gains enfin si je peux totalement le dire, je m'en fous, mais bref, ce que je faisais à l'époque, c'est que je retirais mes gains de trading en crypto. Mon broker me permettait de retirer mes gains en trading en crypto et je retirais mes gains de crypto vers mon compte bancaire. Donc je pouvais comme ça faire passer ça comme des revenus encaissés à l'étranger et ça me permettait d'éviter l'imposition du barème de l'impôt maltais qui est à peu près équivalent à celui qu'il y a en France. Il est un peu en dessous, mais ça reste quand même de la merde. Si vous venez pour faire d'optimisation fiscale, de payer des impôts, je crois que j'aurais dû payer 20% à peu près d'impôts, etc. Bon, par rapport à la France, c'est pas énorme, mais si vous pouvez payer 0%, autant payer 0%. Donc, en fait, ouais, ce qu'il faut savoir à Malte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Malte en jouant sur le fait qu'à Malte, il y a très peu de contrôle fiscal. Parce qu'en réalité, c'est ça, Malte. Au-delà de tous les montages que vous pouvez faire, etc., Malte, c'est un paradis fiscal, il y a très peu de contrôle fiscal. Ça veut dire que même si vous faites de la merde, même si vous ne déclarez pas vos impôts, alors je vous incite vraiment pas à le faire, mais même si vous ne déclarez pas vos impôts, peu importe, en vrai, Malte, il y a beaucoup... Pour y avoir vécu 1 an, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur le fait que dans tous les cas, ils savent qu'il n'y aura pas de contrôle fiscal. Bon, le jour où il y en a un, ça sera les premiers à sauter par contre, donc c'est dire pour moi, ça reste 100 fois plus bénéfique de faire les choses dans le bon ordre et de le faire légalement que de frauder, parce que le jour où vous allez sauter, en fait vous êtes jamais tranquille. Je veux dire, psychologiquement vous êtes jamais tranquille à partir du moment où vous savez que vous fraudez. À tout moment le fisc peut vous tomber dessus et vous êtes dans la merde, donc autant faire les choses bien. Et puis au moins vous n'aurez pas de galère. Mais c'est vrai que Malte, c'est vraiment un paradis fiscal par rapport à ça, dans le sens où il y a très peu de contrôle fiscal, si ce n'est jamais. Okay.
Donc Malte, pourquoi est un bon premier pays? Non seulement parce que vous pouvez faire passer vos revenus de trader indépendant très facilement comme des revenus encaissés à l'étranger, enfin vous pouvez considérer vos revenus de trader indépendant d'une certaine manière pardon, comme des revenus encaissés à l'étranger, ce qui veut dire que vous n'êtes pas imposable. Les revenus encaissés à l'étranger à Malte ne sont pas imposables, enfin en tout cas si ça n'a pas changé depuis les 2 dernières années, mais en tout cas à l'époque c'était littéralement 0%, c'était pas imposable. Donc ça m'était très bien. Donc ça m'était très bien fiscalement. Et puis pour le mode de vie, Malte, il faut savoir que c'est assez calme par rapport à Dubaï. Enfin c'est pas calme, mais c'est que par rapport à Dubaï, c'est très posé. Par rapport à Dubaï, ici on a un petit peu l'impression d'être dans le feu de l'action en permanence. On rencontre des gens, les choses vont hyper vite. Demain, vous pouvez rencontrer un mec, vous allez discuter avec lui de vos business et au final, dans une semaine, ça va devenir votre associé. À Malte, c'est un peu différent. Malte, c'est plus posé. On sent que Malte, il y a de la retraite à Malte. Il y a beaucoup de mecs qui sont à la retraite, beaucoup de personnes plus âgées, des mecs qui sont bien et qui veulent éviter l'enfer fiscal de la France ou qui veulent se rapprocher de la mer sans payer moins cher, etc. Malte, c'est plus posé, c'est plus tranquille, mais c'est un cadre de vie qui est très agréable aussi. Ça veut dire que moi, j'aime bien aller à Malte pour me détendre, etc. Je connais les coins et tout ça. Et d'un autre côté, il y a une partie de Malte, donc vers Saint-Julien, etc., pour ceux qui connaissent, qui est beaucoup plus festif, où là, il y a beaucoup plus de jeunes. Et on va dire que ce qu'il faut savoir aussi à Malte, contrairement à Dubaï, c'est que Dubaï, la majorité des expatriés que vous allez rencontrer, c'est des mecs qui ont leur propre business. Mis à part les Émiratis et les Indiens, ici, la majorité des personnes que vous allez rencontrer en tant qu'expatriés, c'est des personnes qui ont leur propre business. C'est pour ça que j'adore Dubaï aussi, c'est que dès que vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le mec il va te dire, il va te parler de ses business en fait. Il va pas te dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un, enfin ça arrivait 2 fois que je crois que je rencontre quelqu'un à Dubaï qui me dit qu'il était en études à Dubaï, etc. Mais bon, ça reste passionnant quand même. C'est bizarre de voir des Français qui font leur études à Dubaï. Donc généralement, c'est toujours des gens qui ont des histoires assez incroyables à raconter ou des vies qui sont différentes, on va dire, du chemin de base, comme je vous parlais, qui a été tracé. Donc c'est toujours intéressant, ça permet de rencontrer plein de gens, de faire plein d'associés, des contacts, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Contrairement à Malte, où, excusez-moi, Malte, c'est une plaque tournante du tourisme. Ça veut dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Malte, il y a 300 000 habitants et je crois que par an, il y a 3 millions de touristes. Donc ça tourne. Et c'est une bonne chose, en même temps une mauvaise chose, parce que quand vous venez ici pour charbonner, il y a aussi beaucoup de distractions. Comment vous expliquer ça? Si vous voulez, une meuf qui vient à Malte, elle vient pour 2 semaines, elle vient pour Saint-Julien, pour Patcheville, pour faire la fête. Elle vient pas pour se poser et pour parler business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a la distraction très facile, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'aurais pu le résumer comme ça. À Malte, la distraction est très facile. Contrairement à Dubaï, où ici la distraction est très facile, mais elle est moins facile. Il y a de la distraction à Dubaï, mais elle est moins facile dans le sens où il y a plus de choses ici, beaucoup plus de choses, un environnement qui vous pousse beaucoup plus à travailler qu'à Malte. Malte, si vous venez pour charbonner, ne venez pas à Saint-Julien ou ne venez pas à Patcheville parce que c'est là où il y a tout le quartier des fêtes, c'est là où tous les touristes de 18-25 ans vont venir pour faire la fête. Donc toutes les personnes que vous allez rencontrer à Malte, généralement, c'est des personnes qui viennent uniquement pour 1 semaine, 2 semaines, qui se rebarrent dans pas mal de temps, donc qui viennent juste pour profiter. Pour que vous cerniez un petit peu l'ambiance de Malte, en tout cas pour ce qui est des 18-25 ans, donc la majorité des gens que vous allez rencontrer. Maintenant, ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer à Malte des personnes qui sont dans la crypto, des personnes... Malte, il y a beaucoup de... En fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans, à peu près quand je suis venu à Malte, ils ont commencé à mettre plein de lois, l'autorisation de la vente de cannabis, je sais plus exactement ça, mais vis-à-vis du cannabis, des lois assez souples vis-à-vis du cannabis. Ils ont commencé à mettre des lois justement avec les revenus encaissés à l'étranger qui sont non imposables, notamment pour les crypto-monnaies. Ils ont commencé à mettre ces lois pour les casinos, les jeux en ligne. Il y a beaucoup de e-gaming à Malte, il y a beaucoup de joueurs de poker, il y a beaucoup de mecs qui vont faire du casino, etc. Parce que Malte avait besoin de faire venir, par exemple, ces personnes qui vont consommer, qui vont vivre à Malte pour l'économie du pays, tout simplement, parce que Malte, l'économie du pays, elle se fait en grande partie par le tourisme, mais elle se fait également par ces personnes-là, par ces personnes qui viennent s'expatrier pour profiter aussi des avantages fiscaux de Malte. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est importante, qui est intéressante à savoir, c'est que quand vous venez à Malte, il y a un statut, moi c'est le statut du coup que j'ai pris pour en parler un petit peu. Quand je suis arrivé à Malte, je me suis, il y a je crois 3-4 mois avant d'avoir la résidence, du moins on doit prouver qu'on est resté au moins 3-4 mois avant d'avoir la résidence sur le pays.
parce qu'après on est considéré comme un immigré illégal, parce qu'en réalité le terme expatrié c'est un petit peu pour embellir les choses, mais en réalité quand vous passez de France à Malte, vous êtes un immigré, comme quand vous passez de France à Dubaï, c'est quand vous venez dans le pays et que vous n'êtes pas résident, vous immigrez dans un pays, et à partir du moment où vous êtes résident, on peut dire que vous êtes expatrié dans le pays, et encore il me semble que le terme expatrié, si je dis pas n'importe quoi, c'est plus quand c'est pour une raison spécifique au travail, mais bref, on s'en fout. Quand je m'excuse pour les sons derrière, je suppose qu'il y a un spectacle ou je sais pas quoi, bref, j'espère que ça s'entend pas trop au micro. Donc quand je suis arrivé à Malte, j'ai fait mes 5-6 mois ici et j'ai demandé le statut de résident, donc de résident maltais. Et il faut savoir que quand vous demandez le statut de résident, il y a également un statut qui s'appelle le statut de self-sufficiency à Malte. C'est un petit peu l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur, mais en fait, si vous voulez, à Malte, pour le gouvernement maltais, c'est facile de s'expatrier, mais ils veulent être sûrs que vous n'allez pas être une charge pour le pays. Donc ça veut dire que très facilement, vous pouvez avoir un statut qui va vous permettre d'encaisser et de faire un peu le statut d'auto-entrepreneur comme je vous disais en France. Vous pouvez avoir très facilement la résidence, mais par contre, il faut que vous puissiez prouver à l'État maltais que vous n'allez pas être une charge pour lui. C'est-à-dire que par exemple, ils vont vous demander des trucs à la con, donc par exemple, un an de loyer, par exemple, ils vont vous demander un compte où vous avez une preuve qu'il y a plus de 20 000 euros dessus, donc un compte avec crédité à plus de 20 000 euros, pas crédité, mais un compte où il y a plus de 20 000 euros dessus. D'ailleurs, moi à l'époque, j'avais montré mon compte de trading, qui n'est pas du tout un compte bancaire finalement, mais bon, c'était passé. Donc pour dire, si jamais vous expatriez à Malte, sachez que si vous voulez le statut de self-sufficient, c'est que vous avez besoin de montrer un compte à plus de 20 000 euros. Le compte de trading, ça marche aussi. Même les comptes d'investissement, crypto-monnaie, etc., ça marche aussi. Ils sont vraiment très souples dessus. Et c'est une chose que j'adore à Malte aussi, c'est que niveau fiscalité, c'est vraiment très très souple. Ils n'aiment pas se casser la tête avec les papiers, etc. Tout va assez vite. Enfin, c'est pas que ça va vite, mais c'est que c'est pas compliqué. Par exemple, mon appartement à Malte, je suis arrivé, j'ai dit bon bah l'appartement il me plaît, je vais le prendre. Le proprio m'a fait signer en bas de la page, ok, premier mois de loyer, caution, et c'est bon, j'avais l'appartement. Il m'a remis les clés, il m'a pas demandé d'où je venais, il m'a pas demandé qu'est-ce que je faisais, etc. Parce qu'à Malte c'est très simple. Tu payes pas. Le lendemain, tu trouveras tes affaires derrière la porte. Donc ouais, ça c'est un truc qui est bien mal, c'est que fiscalement, c'est vraiment très très souple. C'est pas de prise de tête à Malte. Comme je dis, il y a vraiment pour moi, enfin en tout cas c'est mon ressenti, c'est vraiment posé Malte. C'est vraiment posé. Il n'y a pas de prise de tête là-bas. Vous êtes à côté de la mer, il y a le soleil, etc. Ou contre un Dubaï si vous voulez, où on est beaucoup vraiment dans le feu de l'action ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire tout le temps, vous pouvez rencontrer des gens du jour au lendemain, comme je vous ai dit, ça va devenir des associés dans votre business, on va dire que c'est vraiment le feu de l'action, Dubaï. Bon, de toute façon, Malte, je vais y arriver. Dubaï en 2024 et puis depuis quelques années déjà, c'est vraiment, pour les entrepreneurs, c'est l'endroit où être si vous voulez, pour le dire en bon français. Donc, vis-à-vis de la fiscalité entre Malte et Dubaï, alors déjà il y a deux choses qui sont importantes pour moi. À partir du moment où vous ne faites pas plus de 10 000 euros de revenus par mois, ça ne sert à rien de venir à Dubaï. Je sais qu'il y en a qui vous disent mais si vous pouvez vous expatrier à Malte quand vous faites 5 000 euros, etc. C'est vrai, vous pouvez le faire. Même quand vous gagnez 3 000 euros, vous pouvez venir à Dubaï. Mais par contre, il faut savoir qu'à Dubaï déjà, si vous venez ici en Airbnb, à part si vous prenez une location, vous allez déjà payer minimum 3 000 euros par mois en Airbnb. Maintenant, si vous prenez une location, vous pouvez vous en tirer pour 1 500, 2 000 euros. Donc déjà, vous allez prendre très très cher au niveau des loyers parce que les prix sont en train d'augmenter de plus en plus. Alors à part si vous prenez à Tataouine, évidemment, vous allez sûrement payer que dalle, mais je pense que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans le désert. Parce que Dubaï, à la base, c'est ça, c'est le désert. Mais si vous venez ici, c'est justement pour être à côté du Burj Khalifa, enfin en tout cas à Downtown, à la Marina, là où il y a les places, parce que là où il y a d'autres expatriés, on va dire, les places les plus actives. Parce que si vous vous retrouvez de l'autre côté, de l'autre bout du Sahara, ça ne sert à rien. Donc on va dire qu'à Dubaï, vous comptez minimum 1 500 euros. Et encore, il faut vraiment trouver, vous serez dans un placard, mais il faut vraiment trouver aussi la bonne agence. Mais si vous venez en Airbnb, minimum 3 000 euros. Contrairement à Malte, où moi par exemple, vous pouvez trouver des loyers. Moi quand je suis venu à Malte, je payais 750 euros de loyer hors charge. Vous pouvez trouver des loyers à 500 euros et encore. Et j'ai pas de vidéo, je crois. Je vais essayer d'en retrouver, mais j'ai pas de vidéo. Je pense pas que j'ai de vidéo. Mais j'avais 2 balcons, j'avais une petite cuisine, j'avais ma chambre, j'avais la salle de bain. Et franchement, pour 700 euros de loyer, 750 euros de loyer, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, faut savoir que j'en demande pas beaucoup. Alors aujourd'hui, l'argent me permet d'avoir beaucoup plus, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais en vrai, même un petit appartement, moi, c'est quelque chose qui peut m'aller aussi.
Donc en vrai, en tout cas comme premier appartement, ça m'allait très très bien. Et le coût de la vie à Malte est infiniment inférieur à celui de Dubaï. Dubaï, pourquoi je vous dis que pour moi, il faut compter minimum 10 000 euros par mois, c'est parce que si vous venez à Dubaï aussi, c'est pour y créer votre société et profiter des avantages fiscaux de Malte, de Dubaï. Je vais y arriver à ne pas confondre les deux. À Dubaï, vous ne payez pas d'impôts à partir du moment où vous touchez plus de 100 000 euros par an. Vous payez 9% d'impôt sur le revenu. Vous pouvez faire des montages fiscaux où très facilement vous pouvez éviter de payer les 9%. Mais pourquoi je vous dis que pour moi c'est pas utile de venir créer votre société à Dubaï à partir du moment où vous gagnez moins de 10 000 euros par mois, c'est parce que ici vous allez énormément dépenser. Alors surtout le loyer qui coûte cher. En bouffe vous allez compter vraiment 300 euros. Le coût de la vie ici au mois est de minimum 2 000 euros. Donc si vous gagnez déjà 3 000 euros, 5 000 euros, etc., je pense que vous avez plus intérêt à aller dans un pays comme Malte et avoir un confort de vie qui reste quand même idéal, mais au moins vous payez beaucoup moins en charges, en loyer, etc. Et c'est de l'argent que vous pouvez investir directement dans votre business avant de venir à Dubaï, où ici ça reste intéressant quand vous commencez vraiment à gagner des sommes justement de plus de 10 000 euros, plus de 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Parce que niveau fiscal, ici vous pouvez vraiment payer 0% et surtout vous avez un cadre de vie qui va vous pousser à charbonner beaucoup plus, vous allez rencontrer des gens pour le network, ne serait-ce que pour le network, Dubaï c'est bénéf. Donc pour moi c'est intéressant, pour moi Dubaï est intéressant à partir du moment où vous commencez à vraiment chiffrer. Voilà, les musiques de Dubaï. Malte est intéressant quand vous commencez à mettre un premier pas, on va dire, dans le business et que vous commencez à faire vos premiers revenus en ligne parce qu'il y a un coût de la vie qui est vraiment pas très cher. Mais Dubaï est intéressant quand vous commencez à, on va dire, quand vous passez le deuxième step niveau business et que vous commencez à arriver à faire des premiers chiffres qui sont intéressants. Je pense que quand vous commencez à gagner 10 000 euros, là on peut commencer à parler de Dubaï, à venir voir comment ça se passe ici, monter sa société à Dubaï, etc. Parce que j'en ai pas parlé également, mais par exemple monter sa société à Dubaï, il faut payer la licence, il faut obtenir la résidence déjà, il faut payer la licence pour obtenir le visa, les coûts de société, etc., les charges comptables, il y a pas mal de frais, pas mal de choses qui sont à prendre en compte au-delà du loyer et de la bouffe, parce que le coût de la vie de manière générale c'est une chose, mais il y a aussi le coût de vos business, de la tenue des comptes, etc. Enfin, si vous engagez en compta, parce que quand vous êtes trader indépendant, vous n'allez pas faire votre compta tout seul, je vous le dis. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Alors pour vous parler un petit peu de quand est-ce que je suis parti à Dubaï, pour revenir un petit peu sur mon histoire. Donc reprenons du coup là où on s'est arrêté. Je suis arrivé à Malte avec un capital de 20 000 euros, avec les connaissances qui me permettaient déjà de faire des chiffres très intéressants avec des petits capitals. Enfin en tout cas, peu importe votre capital, j'avais des connaissances qui me permettaient de sortir des rendements positifs sur le long terme. C'était l'essentiel. J'ai fait 6 mois à Malte en tant que trader indépendant, donc 6 mois où je vivais uniquement avec mes revenus du trading. En 6 mois, j'ai réussi à scaler mon compte jusqu'à 50 000 euros. Encore une fois, je prenais beaucoup de risques sur mes positions et j'avais toujours pas compris que ça pouvait me coûter aussi très très cher de faire ça. Mais j'ai toujours eu de très bonnes performances. On va dire que psychologiquement, pour moi, enfin en fait là où j'ai beaucoup de chance aussi, beaucoup de chance. Tapé par la grâce de Dieu, pas de la chance, mais ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire le gros avantage que j'ai, c'est que psychologiquement, je suis quelqu'un qui a, peut-être que c'est dû au fait également que j'ai commencé le trading très tôt et que j'avais compris ça très tôt parce que je me suis renseigné aussi sur le sujet très tôt parce que je savais que la psychologie en trading c'était une grosse part du jeu. J'ai toujours eu un très bon contrôle de mes émotions. J'ai toujours eu un très très bon contrôle de mes émotions, ça veut dire que ça m'arrivait jamais moi de vouloir rembourser une perte parce que, d'agir émotionnellement en tout cas sur les marchés, ça ne m'est jamais arrivé et ça m'arrivera jamais parce que j'ai toujours un très bon contrôle de mes émotions et je pouvais perdre 1 000 euros en une journée à l'époque où j'avais rien et ça m'aurait fait ni chaud ni froid, ou en tout cas même si ça faisait ni chaud ni froid, même s'il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur, ça ne m'empêchait pas de ne pas agir émotionnellement. Ça c'est quelque chose de très important parce que, important en tout cas à comprendre parce que ça vous montre à quel point les choses peuvent aller vite si psychologiquement déjà vous comprenez tout ce qu'il y a à comprendre. Moi là, maintenant je le sais parce que je forme beaucoup de traders et je le vois psychologiquement c'est ce qui, en fait, il y a 2 steps généralement pour les traders que je commence à former. Généralement, le premier step, on va dire, c'est mettre entre ses mains une stratégie qui lui correspond, une stratégie qui est rentable sur le long terme, qui va lui permettre de faire des performances rentables sur le long terme. Mais une fois qu'ils arrivent à avoir de bonnes performances, le plus dur et le plus long du travail, il se fait aussi côté psychologique. Et c'est pour ça que l'accompagnement est intéressant, c'est parce que moi, derrière, je peux apporter justement tout ce soutien psychologique, émotionnel, etc. Leur dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'est-ce qu'ils auraient dû éviter, qu'est-ce qu'ils devraient éviter par la suite, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très utiles durant l'accompagnement. Mais en tout cas, je le vois
que, ça confirme bien ce que je savais déjà, c'est que la psychologie représente une grosse part du jeu en trading et c'est généralement la cause qui va faire courir un trader à sa perte. Et moi j'ai toujours eu cette chance, j'en ai connu aussi des traders qui ont toujours eu un très bon contrôle émotionnel, mais c'est vraiment un avantage dans le trading, toujours eu cette chance d'avoir un très bon contrôle émotionnel. Donc même si je risquais beaucoup sur mes positions, ça m'est déjà arrivé de perdre 5 000 € sur un capital à 20 000 € et c'est pas grave, ça ne voulait pas dire que j'allais trader pour essayer de les récupérer, etc. Donc je continuais uniquement de m'en suivre ma stratégie parce que ça c'est quelque chose aussi que j'ai compris très tôt, c'est que vous ne devez pas être un robot, mais vous devez agir comme un robot. Vous pouvez avoir des émotions, mais elles ne doivent pas avoir un impact sur vos actions, d'accord? Parce qu'on n'est pas des robots dans tous les cas, c'est-à-dire que vous allez ressentir des choses, parce que moi aussi, même aujourd'hui, ça me fait chier de perdre de l'argent et ça me fait plaisir d'en gagner. Mais il faut que votre ressenti, vos émotions, n'aient pas un impact sur vos actions. Ça, c'est très important à comprendre. Et ça, je l'avais compris, et ça m'a beaucoup, je l'avais compris très tôt, et ça m'a beaucoup servi. Donc j'ai réussi à scaler un compte de 20 000 € à 50 000 € en 6 mois, et encore une fois, je l'affiche vraiment pas comme une fierté. C'est pas un succès. Le vrai succès, c'est d'aller faire, par exemple, les performances que j'ai fait sur les années qui sont suivies, où j'ai tapé des 59,9%, où j'ai tapé des 49% de rendement sur l'année. Là, c'est des performances qui sont vraiment intéressantes parce qu'il y a un risque qui est très contrôlé et les performances deviennent intéressantes quand, à partir du moment où vous arrivez à faire des rendements positifs, de l'autre côté, vous n'avez pas mis en péril votre capital. C'est là où ça devient vraiment intéressant parce que ça veut dire que vous avez la capacité de gagner de l'argent sans risquer ce que vous avez à côté. Et c'est également comme ça qu'on évalue les performances d'un trader, c'est ses capacités à faire beaucoup en risquant le moins possible. Parce que oui, moi j'en ai connu plein, des traders qui ont fait 200, 300, 400, même 500 € de rendement par l'année. Mais par contre, ils auraient pu prendre un trade qui aurait littéralement cramé tout leur capital. Et ça m'intéresse pas du tout. Alors, je dis ça m'intéresse pas du tout, en tout cas pour les traders que je forme et que je compte recruter par la suite dans mon plan spéculatif. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux des mecs qui arrivent à sortir des performances 10%, 20%, 30% par an, c'est déjà très bien. La vraie question, c'est combien tu as risqué à côté pour les obtenir. C'est ça la vraie question. Donc transformer 20 000 € en 50 000 € en 6 mois, c'est pas du tout un achievement, c'est pas du tout un succès, ok? Bref, il s'est passé ce qui s'est passé en tout cas, 50 000 €, donc sur les 6 mois, je commence à faire 50 000 €. À cette époque-là, je commence aussi à prendre beaucoup d'expérience avec le trading parce que ça fait 2 ans que je suis full focus sur ça, que ça devient littéralement mon métier. Donc là où au lycée, j'y passais 2 heures par jour parce que 10 heures de mes journées, j'étais en études ou en train de faire des choses où je pouvais pas en tout cas me former, là, je peux littéralement passer toutes mes journées à trader. Donc évidemment, j'apprends beaucoup plus vite. Et à partir de là, je commence à faire de la création de content. Ça veut dire que, vu que je prends de l'expérience, ça veut dire que ça me laisse aussi plus de temps sur le côté parce que c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai juste à regarder 5 minutes le matin sur le graphique, mon graphique pour savoir exactement si j'ai un intérêt à trader sur la journée, etc. Donc plus vous allez acquérir de l'expérience, plus votre analyse va être rapide parce que vous savez exactement ce que vous cherchez. Donc plus vous aurez de temps sur votre journée. J'arrive sur une période où je commence à avoir beaucoup de temps dans mes journées, donc je commence à faire de la création de content. Donc je commence à partager mes résultats, etc. parce que je vois beaucoup de mecs qui se lancent sur la création de content et qui partagent que du bullshit, que des trucs de merde. C'est une chose de ça aussi, plus vous commencez à prendre de l'expérience en trading, plus c'est facile pour... aujourd'hui, vraiment, je pourrais lâcher des blazes, les gars, que vous connaissez tous. Je mettrai ma main à couper. Mais facile, je vous donne ma montre si vous voulez, je vous donne tout ce que vous voulez, je vous donne mon appartement, vraiment je vous donne tout. Je mettrai ma main à couper que ces mecs n'ont jamais fait un seul euro grâce au marché financier, grâce au forex, grâce au trading et qui pourtant vendent des centaines et des centaines de milliers d'euros de formation par mois. Je ne vais pas citer de blase. D'ailleurs, je parle un peu pour rien parce que j'ai pas envie c'est pas mon genre de mettre des coups de couteau comme ça à des concurrents, je m'en fous. Mais en tout cas, c'était ma motivation première à faire du content, c'est parce que je voyais beaucoup de mecs qui ne faisaient zéro grâce au trading, et je le savais de par mon expérience, et qui disaient beaucoup de bullshit. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à créer du content, c'était un petit peu pour redorer l'image du trading. Et il faut savoir aussi que moi aussi j'avais un mentor, comme je l'ai dit, Master Fang Trading, qui faisait aussi beaucoup de création de contenu. Donc comme si vous voulez un fils avec son père, j'ai suivi un petit peu ce qu'il faisait. Donc par la suite d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui j'ai un business model qui correspond à peu près à ce que lui avait à l'époque, mais c'est une personne qui m'a énormément appris autant dans le business que dans le trading, mais surtout dans le trading, et je lui en remercie infiniment parce qu'il est en partie la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin en tout cas il est en partie la cause de ce qui se passe aujourd'hui. Bref. J'arrive avec 50 000 € de capital, à partir de là je commence à faire de la création de content et déjà ça me prend un peu plus de temps, mais je commence à intéresser beaucoup de gens, je commence à me faire une audience, etc. Et entre temps, entre les 6 mois, donc sur les 6 premiers mois je transforme 20 000 en 50 000 et sur les 6 mois d'après, je transforme, 5 mois à peu près, je transforme les 50 000 en 80 000. À partir de là, on est fin 2022.
le crypto fait un énorme bear run, c'est-à-dire que les cryptos sont vraiment aux plus basses, je pose littéralement toute ma thune. Ah non, je transforme 50 000 en 100 000 si je dis pas n'importe quoi, je sais plus exactement, mais bref, en gros, je pose 80 000 euros en crypto, un peu plus de 80 000 euros en crypto, et il me restait à peu près un capital de 10-15 000 euros. Voilà, pour vous donner une idée de combien j'avais fait, je pose littéralement toute ma thune, tout ce que j'ai généré en crypto, parce que je me dis, les cryptos sont au plus bas, en termes de rendement et en termes de risque, je ne pourrai jamais faire mieux que ce que vont proposer les cryptos dans les prochaines années. Là, actuellement, l'argent est toujours en crypto depuis cette période. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne me suis pas trompé parce que mon capital a littéralement fait je ne sais plus exactement combien, mais bref, en gros, j'avais posé assez simple, faites le calcul si vous voulez. Bon, alors j'ai posé beaucoup sur des altcoins. J'ai eu le Solana par exemple, notamment à 20 $, un peu en dessous des 20 $. Donc bref, j'ai fait de très bonnes transactions en crypto et cet argent est toujours en crypto. Et je compte le retirer prochainement d'ailleurs avec l'élection de Trump. Là, les cryptos ont bien monté. On va attendre la alt season. On en reparlera d'ailleurs dans notre vidéo. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre notre Discord en description. On parle beaucoup d'investissement aussi au-delà du trading. Il y a des canaux qui sont spécifiques à l'investissement et moi je fais beaucoup d'investissement en crypto-monnaie. donc je pose tout ça en crypto-monnaie et je laisse fructifier tout seul. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, je concentre un petit peu moins de temps sur le trading, je concentre plus de temps sur la création de contenu parce que j'ai pas forcément d'intérêt à trader avec 10 000 euros. Dans tous les cas, j'ai de l'argent qui travaille pour moi en crypto-monnaie et ça me laisse plus de temps du coup pour développer mon programme, développer mon fonds spéculatif, la création de contenu et on arrive au jour où je décide de m'expatrier à Dubaï. Je rentre chez moi. Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui je suis en contact et qui est un bon ami aujourd'hui, qui s'appelle Ethan, que vous connaissez bien, qui est exposé en tout cas sur les réseaux, qui fait actuellement des meme coins si je dis pas n'importe quoi. J'étais en coloc avec lui d'ailleurs la semaine dernière, qui m'invite à Dubaï pour faire une coloc avec d'autres entrepreneurs, etc. Donc j'arrive à Dubaï, premier mois, etc. J'arrive à Dubaï et à partir de là, je commence déjà à faire des chiffres intéressants avec la vente des programmes, avec la crypto qui me rapporte beaucoup et je sais que j'ai un capital en crypto qui va me permettre d'aller faire encore plus, etc. Donc en parallèle, je retire en crypto, un peu en crypto pour me faire un capital en trading, un capital qui actuellement est aux alentours des 50-60 000 euros, sachant qu'on est le 11, que c'est un capital qui était à peu près à 10 000, 20 000 euros. Donc là, je ne fais pas encore énormément en trading. J'ai jamais eu un capital de 300 000 euros en trading, si vous voulez, mais parce que je m'en fous. Dans tous les cas, là, j'ai de l'argent qui est fructifié en crypto et maintenant, je vais les retirer en tout cas, quand je vais les retirer, il y a une très grosse partie qui va être en crypto et c'est à partir de là que je vais faire encore plus d'argent. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement se concentrer sur un business de manière générale, c'est prendre les décisions les plus intelligentes. Et à l'époque, en 2022, en termes de rendement et de risque, la décision la plus intelligente, c'était pas de continuer à faire fructifier moi-même au vu du temps que ça allait me prendre mon capital avec le trading, mais c'est de poser en crypto-monnaie. Ce que j'ai fait et ce que j'ai bien fait de faire parce qu'aujourd'hui, ça m'a rapporté déjà énormément. J'ai pas encore retiré donc ça peut encore baisser, mais bon, la Trump vient de passer donc c'est très favorable pour l'écosystème. Ça m'a déjà rapporté beaucoup et ça va me rapporter logiquement encore plus, donc je vais pouvoir retirer par la suite en crypto, me faire un très gros capital crypto, faire des investissements en immobilier, déjà acheter une voiture, acheter un appartement, etc. Donc c'était une décision qui a été très intelligente visiblement de ma part. Sans me jeter des fleurs, hein, mais c'est factuel dans le sens où ça m'a rapporté plus d'argent que ça m'aurait rapporté très probablement en trading. Donc actuellement, on en est où? Actuellement, j'ai développé le programme, j'ai continué la création de contenu, j'ai continué de développer mes comptes de trading et mon argent continue de se faire fructifier en crypto. En parallèle, je pose beaucoup également en bourse et j'ai décidé de m'expatrier à Dubaï donc début d'année 2023 où je gagnais à peu près, avec la vente des programmes, avec le trading et avec les cryptos, en moyenne un peu plus de 10 000 euros par mois. On oscille, on va dire, entre les 10 000 euros par mois. Maintenant, j'ai développé tous mes business. Maintenant, j'ai un capital en trading qui est beaucoup plus conséquent parce que j'ai pu l'augmenter par rapport au début d'année en vous partageant également tous mes trades sur mes comptes Instagram, notamment avec les membres de ma formation, etc. Je me suis fait également financer des comptes en parallèle sur lesquels j'ai pu retirer et augmenter un petit peu mon capital personnel en trading. Et aujourd'hui, j'ai un niveau de revenu qui oscille entre les 20 000 et 30 000 euros, sachant que sur le programme Inside Market Maker's Brain, on fait rentrer à peu près 5 000, 10 000 euros par mois et qu'on fait rentrer surtout très peu de personnes. On refuse vraiment 80% des intéressés parce qu'on prend des appels. J'offre beaucoup de garanties sur le programme et puis c'est dans mon intérêt d'avoir des personnes qui vont être vraiment déterminées parce que par la suite, c'est des personnes qui vont potentiellement travailler avec moi en tant que gestionnaire de fonds dans mon fonds spéculatif. Mais aujourd'hui, il faut savoir que on ex beaucoup de personnes, parce qu'on prend des appels de mecs qui arrivent, ouais, moi je viens de commencer trading, je veux faire 1 million d'euros sur les 6 prochains mois. Ouais, non, mais laisse tomber, ça va pas être possible, tu vois. On prend vraiment des profils qui sont assez spécifiques, les profils les plus intéressants. 90% des profils, on les jette. Si on prenait tout le monde, je pense que,
enfin j'en suis quasiment sûr en fait, avec le programme je taperai déjà des plus de 100 000 € par mois. Mais là actuellement ça m'intéresse pas d'aller chercher, je préfère avoir une vision long terme et privilégier le développement de mon futur fonds spéculatif, donc recruter vraiment des traders performants et prendre du temps avec ces traders pour en faire des traders rentables et par la suite potentiellement les recruter en tant que gestionnaire de fonds, que faire rentrer tout le monde et que ça soit un bazar pas possible et que je perde du temps à droite avec lui qui au final a quitté il y a 2 semaines mais qui veut revenir, etc. Donc les choses sont très bien comme elles sont, je m'inquiète pas du tout pour mes revenus qui pourraient être plus conséquents mais qui dans tous les cas vont l'être dans le futur. Et voilà, pour revenir un petit peu sur Dubaï, j'ai décidé du coup de m'expat à Dubaï début d'année 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Maintenant ça va faire 1 an là que je vis à Dubaï. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé cette année. C'est ça aussi là, qui est très bien avec le trading, c'est que ça vous permet de... ça vous donne une liberté qui est absolument incroyable, autant financièrement mais surtout géographiquement. Cette année, je suis allé à Dubaï, je suis retourné à Malte, on est allé à Gozo, je suis retourné en France, je suis allé à Cannes, ensuite je suis allé à Madrid en Espagne, ensuite je suis allé à Bali, ensuite je suis revenu à Dubaï, là dans 2 semaines je vais en Thaïlande, ensuite je vais revenir à Dubaï. Donc vraiment le trading m'offre une liberté qui est colossale, que je ne pourrai jamais rendre. Tout simplement, une fois que vous avez connu cette vie, vous signez pour l'avoir à vie, c'est simple. Donc très content de comment les choses se passent. J'espère également vous avoir ouvert pas mal de portes sur comment les choses pourraient se dérouler également pour vous aussi. Ce qui était important pour moi, c'était de vous parler aussi de Malte et Dubaï et de qu'est-ce que je pensais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à s'expatrier à Malte. je regarde les spectacles du Burj Khalifa, je ne sais pas si on les voit bien sur la cam, je sais même pas si on voit le Burj, là, ouais, si c'est à gauche. Hein. Bref. Ouais, va y avoir le spectacle des fontaines, donc je vais couper la vidéo parce qu'on va plus rien entendre, ça fait un peu un bordel tous les soirs. Je vais pas vous faire des plans, vous aurez qu'à regarder le vlog 24 heures dans ma vie à Dubaï et vous aurez plus de plans sur l'appartement, etc. Mais voilà, c'était surtout important pour moi de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu quel process j'ai suivi. Pas forcément vous dire quoi faire, mais plutôt qu'est-ce que je vous conseille, parce que dans tous les cas, rien ne vous oblige de suivre le même chemin que moi. Faites surtout les choses qui vous plaisent, faites surtout en fonction de vos propres convictions. Comme moi, où je pourrais gagner par exemple beaucoup plus actuellement, mais je préfère penser au long terme et privilégier les choses que j'ai envie de faire, les choses qui me font plaisir à faire, notamment monter mon fonds spéculatif, créer un empire dans le futur. Ça serait mon plus beau rêve, créer mon hedge funds, avoir une vraie structure, une vraie société de gestion de fonds. Donc c'est quelque chose que je suis en train de bâtir actuellement avec le programme. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller dans le lien dans la description et voir la vidéo, la trading class, ou directement réserver un appel. Alors je verrai le lien que je mettrai, mais allez dans la description. Et si jamais le programme vous intéresse, vous trouverez très facilement. Alors vous me contactez sur Insta, je vous enverrai directement le lien. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas qualifié dans tous les cas, ou si vous êtes débutant, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on fait très attention au profil qu'on fait rentrer et on fait pas rentrer n'importe qui ou les mecs qui cherchent à avoir les lambeaux le lendemain, etc. Ça ne nous intéresse pas. Bref, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Au final, j'avais pris des notes, mais en fait, j'ai quasiment rien noté. On est à peu près à 1 heure de rec. Il commence à faire nuit, donc écoutez les gars, je vais vous laisser ici. Si jamais vous avez des questions, parce qu'au final j'ai vraiment fait que blablater et puis j'ai même pas regardé mes notes, j'avais pas mal de choses sur lesquelles je voulais vous parler, j'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais c'est pas grave, je pense que l'essentiel est dit. Si surtout vous avez des questions vis-à-vis de Malte, vis-à-vis de Dubaï, vis-à-vis du trading ou tout et n'importe quoi, l'espace commentaire les gars est là pour ça, je répondrai littéralement à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que très prochainement il y a de très très grosses vidéos qui vont sortir. Notamment, je vais vous filmer un petit peu du lifestyle, etc. Vous allez voir vraiment du très très lourd qui arrive, donc abonnez-vous, likez cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se laisse ici, c'était Gal Sévrini, on se retrouve très très vite de l'autre côté.